à le pratiquer lorsque vous étiez commissaire européen au marché intérieur, dans un contexte d'ailleurs très similaire à celui d'aujourd'hui. Il menait une autre guerre commerciale avec la Chine, et vous nous direz ce que vous pensez de cette décision cette nuit de lever pour 90 jours la politique massive de taxes qu'avait décidé le président américain. Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que vous êtes toujours inquiet? Mais avant cela, je voulais vous entendre sur ce qui fait scandale ce matin, ce qui est possiblement l'un des délits d'initiés publics auxquels on a pu assister. J'explique rapidement pour ceux qui nous écoutent. Hier, à 19h18, Donald Trump annonce donc sa décision de suspendre les droits de douane XXL qu'il avait décrétés pour tous les pays. 4 heures avant, il écrivait sur son réseau social « C'est le moment idéal pour acheter », ce qui forcément a propulsé les bourses au plus haut. Est-ce que pour vous, hier, il y a eu manipulation de cours boursiers par Donald Trump ? On ne peut pas dire ça, on verra bien. Ce qui peut en revanche sembler surprenant pour les observateurs, c'est que cette décision, qui a eu un impact absolument massif sur les marchés, songez qu'en l'espace de quelques heures, le Nasdaq, l'indice phare de la bourse de New York, notamment pour les valeurs technologies, est passé de pratiquement 0 à plus 12%. C'est du jamais vu en cours de séance. Donc ce qui interroge évidemment, c'est le fait d'avoir cette annonce alors que les marchés américains sont ouverts. Généralement, lorsque l'on fait une annonce dont on sait qu'elle va avoir un impact sur les marchés, on attend que ceci soit fermé. Pourquoi ne pas avoir attendu 3 heures de plus que les marchés soient fermés? C'est évidemment ça qui peut interroger. Parce que en pleine séance, ça c'est du jamais vu. Alors parce que maintenant, pour être clair, il a incité à acheter lorsque les cours étaient bas, lorsque les valeurs boursières étaient basses, et il a ensuite annoncé une mesure qui les a propulsés au plus haut. Donc ceux qui ont acheté bas se sont fait beaucoup d'argent en l'espace de quelques heures. Encore une fois, si jamais il y a des délit d'initiés, on le saura. Et il y aura sans doute peut-être des enquêtes pour voir... Les démocrates annoncent des enquêtes, Thierry Breton, sur un certain nombre de personnes qui ont pu s'enrichir massivement en quelques heures. Alors il dira, mais écoutez, c'est pas un délit d'initié, puisque j'ai annoncé au monde entier que c'était la bonne période d'acheter. Donc on verra. En tout cas, ce qui surprend, pour moi, qui connaît bien les marchés, c'est d'avoir pris une telle décision. On va y revenir, si vous le voulez bien sûr. La raison même de cette décision, pendant que les marchés sont ouverts. La raison de cette décision, alors... J'entends qu'on dit Donald Trump a plié devant les marchés financiers. Il faut être précis. Il a plié devant un des marchés financiers. Il a plié devant le marché financier de la dette. C'est très important. Dans la nuit précédente, celle d'aujourd'hui, il y a eu un événement majeur sur les marchés de la dette. On sait que les États-Unis ont 33 trillions de dollars de dette, c'est-à-dire 10 fois plus que la dette de la France. Ils sont très endettés et ils ont affaire à un refinancement, plus 7 000 milliards de dollars cette année. Pour être très clair, le marché de la dette, c'est le marché sur lequel les États-Unis vont aller demander à des investisseurs de leur reprêter de l'argent pour repayer leurs dettes. Et voilà. Dans un mouvement perpétuel. Et donc évidemment, il est face à un mur de refinancement. Ce mur de refinancement en 2025, eh bien, ils ont intérêt à ce que les taux d'intérêt soient les plus bas possibles. Or, dans cette nuit, il y a 2 jours, d'un seul coup, les cours donc, se sont affaissés pour la dette et les taux d'intérêt ont explosé dans quelques heures. La raison principale, vraisemblablement, c'est que l'Asie, qui détient le plus grand volume de dette américaine, le Japon d'abord, la Chine ensuite, ont commencé à vendre vraisemblablement, assez significativement, la dette américaine, ce qui a fait exploser à ce moment-là les taux d'intérêt, et on a frôlé un risque, vraisemblablement, un risque de marché obligataire à ce moment-là, ce qui a fait très peur. C'est-à-dire un risque de faillite pour dire les choses C'est-à-dire effectivement les entreprises et les États trop endettés donc ont du mal à ce moment-là à se refinancer. On a frôlé sans doute cet incident-là, et c'est certainement ce que les experts, heureusement, il y en a quand même autour de lui qui sont pas comme Monsieur Navarro ou d'autres, qui sont des idéologues, on le sait, des droits de douane, mais heureusement, il y a certainement, comme on dit, des adultes dans la salle qui l'ont dit, là, ça devient dangereux. Et à mon avis, c'est ce qui a fait qu'il a dû caler devant quoi? Devant le fait que les États-Unis, c'est le pays qui est le plus endetté au monde, et c'est le pays qui a besoin des autres pour se financer. Alors pendant plusieurs semaines, les 195 pays, alors bien sûr tous ne sont pas détenteurs de la dette américaine. Des pays sur lesquels des taxes ont été émises. Ceux contre lesquels il a été le plus violent.
Et au fond, il dépend aussi d'eux pour faire fonctionner l'administration américaine. Quelque part, il y a eu un retournement de situation qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où nous sommes avec cette décision d'hier. Très didactique, Thierry Breton, la décision de Donald Trump, c'est pour l'expliquer à tous, c'est 24 heures après l'entrée en vigueur de taxes XXL sur 195 pays, l'annonce par le président américain que finalement 194 d'entre eux échapperont à ces taxes pendant 90 jours, tous en fait, sauf la Chine. Ce qu'on appelle une trêve. Pour vous, ce que j'entends ce matin, c'est que c'est le principe de réalité qui s'est rappelé à Donald Trump. Et non pas, contrairement à ce que disent ses proches, un plan qu'il avait prévu et qu'il avait parfaitement anticipé. Alors Scott Bessent, qui est son ministre des Finances, a essayé de remettre de la rationalité dans tout ça, mais il a été démenti directement par le président des États-Unis lui-même, qui a dit non, j'ai encore entendu ce qui s'était passé. Non, c'est le principe des réalités. Pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est vraiment ce principe de réalité. Maintenant, il y a aussi le fait que, d'abord, il maintient 10% de droits de douane pour le monde entier. Ça reste une hausse de oui, bien sûr, ça reste. Droits de douane. Et alors, il faut bien comprendre pourquoi il le fait, parce qu'il avait annoncé pendant sa campagne électorale qu'il voulait précisément augmenter les droits de douane pour baisser l'impôt des Américains, en particulier l'impôt sur les sociétés. Donc celui-là, il faut pas se tromper, il restera. Et puis maintenant, on sait qu'il a d'autres objectifs, notamment de réindustrialiser les États-Unis en menaçant précisément par des droits de douane sectoriels. On l'a vu dans l'automobile à 25%, dans la pharmacie à 25%. Et puis le dernier point, c'est évidemment de rééquilibrer les déficits de balance commerciale. Il a donc 3 objectifs. Aujourd'hui, il en atteint un, mais celui pour des 10%. Comprendre, Thierry Breton, cette trêve de 90 jours, est-ce qu'elle permet à 8h39, alors je sais qu'il est un peu tôt pour boire, mais de déboucher le champagne ou pas? Certainement pas. On doit vraiment utiliser maintenant ce temps. On verra bien. Il n'y a pas de quoi se réjouir de cette trêve de 90 jours. Tout est tellement artificiel. C'est quand même, pardon de le dire, mais c'est un homme, le président des États-Unis d'Amérique, certes, et évidemment, il faut le respecter parce que c'est le président des États-Unis d'Amérique, mais enfin, c'est un homme qui a pris une décision et qui a créé cette espèce de tsunami sur les marchés, tsunami économique. D'habitude, quand on a une crise économique, il y a des sous-jacents. Là, il n'y a pas de sous-jacent, c'était la décision d'un homme. Bon, il revient. Et ça inquiète presque de se dire qu'un homme a autant de pouvoir et peut, à ce point-là, présider à la destinée de milliards de personnes. Nous voyons une fois de plus qu'il y a des réalités, il y a des réalités économiques, des réalités de marché, et que celles-ci ont rappelé à l'ordre même les dérives économiques les plus irrationnelles. Et vous dites, pour autant, on ne débouche pas le champagne. Mais bien sûr que non. Mais d'abord, encore une fois, il y a déjà 10% de droits de douane, c'est beaucoup, ça va créer de la récession, peut-être, on verra, en tout cas de l'inflation, c'est certain, aux États-Unis, c'est sûr. Donc non, on va certainement pas déboucher le champagne, comme vous dites. En revanche, pour nous, Européens, il est temps vraiment de maintenant de voir quelle va être notre réponse. Parce qu'on a uniquement commencé à argumenter une réponse, non pas du reste aux droits de douane qu'il avait annoncé là, mais c'est les droits de douane de 2018, ceux sur l'acier et l'aluminium. Donc maintenant, il s'agit de se mettre ensemble, parce qu'il reste encore 2 chemins. Il y a le fait qu'il continue à vouloir imposer les droits de douane. Ils sont suspendus uniquement sur des secteurs clés. Pour nous, Européens, je pense en particulier au secteur automobile. On va voir ce qui se passe aussi pour le secteur de la santé. Ce sont des secteurs très importants pour nous. Il veut, à travers ces négociations-là, je mets des droits de douane très élevés, revenez me voir d'un point de vue sectoriel pour investir chez moi. Donc là, il faut qu'on s'organise. Et puis, il y a le 3e volet, qui lui n'est pas encore... Il faut qu'on s'organise, pardon Thierry Breton, il faut qu'on s'organise, ça veut dire répliquer ou négocier? Pour moi, c'est vraiment la négociation. Et je pense qu'il faut négocier. Il l'a dit du reste, il a ouvert un guichet de négociation. Voilà, il faut négocier. On voit bien qu'à la fin, il dira qu'il a gagné quelque chose. On sait assez bien comment il fonctionne. Il faut négocier. Donc pour l'instant, Thierry Breton, on remballe les droits de douane européens qui devaient entrer en vigueur le 15 avril. On va voir, en tout cas, cela. Je le dis, il y avait plusieurs paquets. Là, c'est le paquet... C'était sur de l'alimentaire essentiellement, un peu de cosmétiques. On a un paquet d'une vingtaine de milliards d'euros qui est en contre-réaction de l'augmentation. Ça, pour l'instant, ça a été lancé, celui-là. Alors, il se met maintenant en place de façon très progressive. Il y en a effectivement en avril, il y en aura en cours de l'année, il y en aura jusqu'à la fin de l'année. Bon, celui-là, il est mis en place, mais ça, c'est pour réagir à l'acier et à l'aluminium. Pour le reste, je crois que ce qui est très important, c'est de se mettre ensemble. L'unité est absolument clé pour,
voir comment on va réagir secteur par secteur. Et 2, il y a encore un troisième axe qu'il n'a pas oublié, il ne faut pas se tromper, c'est la réduction du déficit de la balance commerciale. On sait que pour nous, il y a 150 milliards en faveur de l'Europe, mais les États-Unis importent beaucoup plus de services que nous, donc ils importent 100 milliards, il y a 100 milliards en leur faveur. Le différentiel n'est pas de 150 milliards comme il le dit, il est de 50 milliards. Donc d'abord, bien caler les chiffres, et puis voir comment on peut les combler. Et puis j'ajoute une chose, qu'est-ce que nous apprend finalement cet événement qui s'est passé, encore une fois, il y a pas cette nuit, mais la nuit précédente, qui a eu les répercussions que nous commentons ce matin. Qu'est-ce qu'il nous apprend? C'est qu'à la fin, c'est ceux qui prêtent aux États-Unis qui sont finalement dans une position de rapport de force. Je rappelle que l'Europe prête aussi beaucoup aux États-Unis, les Britanniques avec nous, les Allemands. Et c'est un levier de négociation. Et évidemment, on vient de voir que c'est un levier de négociation absolument majeur. Donc nous avons des arguments. Qui pour négocier dans le bureau de Donald Trump? Alors ça, c'est Vous parlez d'unité européenne. Je constate que Donald Trump ne veut pas discuter avec l'Europe représentée par la Commission. Il dit chacun des présidents peut venir me voir. Alors vous soulevez mais pas la Commission européenne. Vous soulevez un point majeur. Il est absolument indispensable. La Commission européenne à la délégation exclusive des négociations, précisément de ces questions du commerce extérieur. Eh bien, il faut lui imposer. C'est la présidente de la Commission elle-même qui doit, évidemment, c'est un sujet absolument majeur, qui doit prendre en charge directement ces négociations. Ça nous concerne tous, nous, Européens. Or, la Commission a la délégation exclusive, ce ne sont pas les États qui ont le pouvoir de le faire. Et pourtant, l'Italienne Giorgia Meloni dit « j'irai négocier en mon nom et en nom de l'Europe ». Elle ne peut pas négocier au nom de l'Europe, c'est absolument impossible, c'est complètement contraire au traité, c'est la Commission elle-même. Ben voilà, il faut imposer maintenant que c'est Madame von der Leyen qui doit être en face donc des négociateurs américains pour nous représenter, puisqu'elle a reçu la délégation, donc au nom, encore une fois, des traités. C'est absolument essentiel, il faut le faire maintenant, donc je dirais le plus rapidement possible, pour maintenir à la fois notre unité, mais aussi exercer, je dirais, les discussions, les rapports de force aussi, si jamais ceux-ci sont nécessaires, afin de trouver, je dirais, un accord sur... Vous avez bien vu qu'il y a 3 dimensions. Il y a les 10%, ceux-là, ils seront acquis, à mon avis, on ne reviendra pas dessus. Il y a les négociations sectorielles et industrielles, il faut revenir derrière, évidemment. Et puis, il y a le fait qu'on s'entende sur un rééquilibrage éventuel des déficits de la balance commerciale. Sauf que je reviens sur ma question, Giorgia Meloni, elle dit « j'irai à Washington ». Est-ce que les chefs d'État ne tirent pas le tapis sous les pieds de la Commission européenne et de Madame Ursula von der Leyen, sa présidente? En gros, quelle légitimité elle peut avoir pour négocier quand, y compris au sein de l'Europe, des dirigeants disent « mais moi, je n'aurai aucun problème à négocier à mon nom propre ». Alors, elle ne peut pas d'abord négocier uniquement pour son pays, ça c'est plus possible aujourd'hui, donc aucun pays ne peut négocier. Elle fait de la politique, Giorgia Meloni? Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle a des contacts, et c'est très bien que tout le monde, tous ceux qui ont des contacts avec l'administration américaine puissent le faire, puisque la Commission européenne n'a pas encore eu accès à cette administration, mais il est indispensable maintenant que la Commission européenne reprenne, je dirais, le pouvoir qui est son pouvoir et son seul pouvoir. C'est pas Monsieur Orban qui pourra négocier en notre nom, c'est pas Madame Meloni, et c'est pas non plus Monsieur Friedrich Merz, le nouveau chancelier. C'est la Commission qui est, elle, à la fois la gardienne des traités, mais qui a je dirais, ce mandat exclusif. Heureusement, c'est bien. Dans la corbeille de la mariée, si j'ose dire, Thierry Breton, est-ce qu'il peut y avoir les normes européennes? C'est ce que dit Donald Trump. Il dit les Européens, ils ne mettent pas de taxes, mais enfin, ils mettent d'autres barrières. Oui, alors ça fait partie. Sur le numérique, sur l'agriculture. Voilà, ça fait partie de ce fameux 3e volet que je décrivais tout à l'heure rapidement pour vos auditeurs ce matin, c'est-à-dire celui donc de rééquilibrer, je dirais, les déficits de balance commerciale. Là, il faut être très ferme. Il y a des principes qui sont intangibles pour nous, Européens. On ne négocie pas, on ne touche pas à notre intégrité territoriale, suivez mon regard pour le Groenland, et on ne touche pas à notre intégrité démocratique. Ces normes, comme vous dites, ce sont des lois. Elles ont été votées par nos instances démocratiques. Elles ont été votées par le Parlement européen. Votre recommandation, c'est on n'y touche pas. Mais c'est pas possible. On peut pas y toucher puisque ce sont des lois. Et ce sont des lois que nous avons décidé de mettre ensemble pour nous, pas contre quiconque, pour nous Européens, pour avoir je dirais plus de précautions sanitaires, pour protéger aussi nos enfants dans l'espace informationnel à travers le DSA, dans l'espace numérique, pour éviter que les règles de modération, notamment sur les réseaux sociaux, contre lesquels se sont érigés, y compris le vice-président américain. Bien sûr, ça c'est absolument non négociable. Le reste, on pourra parler. Mais voyez-vous, ce qui est très important, c'est que maintenant l'Europe prenne ce temps pour vraiment se mettre en mouvement
et de façon, à la fois, encore une fois, sans surenchère, on a vu que ça mène à rien, mais de façon déterminée. Est-ce qu'il y a un risque, et à combien vous l'évaluez, que ces discussions échouent? 90 jours, c'est long, c'est court en même temps. Alors 90 jours, c'est long, et c'est très long pour Donald Trump. Je rappelle que ça fait pas 90 jours qu'il est en place, et pourtant, il s'en est passé des choses. On verra d'abord si les équipes d'aujourd'hui seront celles dans 90 jours. Personnellement, vous pensez qu'il peut changer d'entourage? Personnellement, je pense que ce n'est pas du tout impossible. On va voir du reste, après ce mouvement, ce changement de posture absolument sidérant, on verra du reste si toutes les équipes restent en place. Moi, j'ai quelques doutes, mais on verra bien. Et donc, on sent bien qu'il va y avoir sans doute une inflexion avec un principe de réalité. Je le rappelle ce matin à votre micro, le vrai principe de réalité pour Donald Trump, c'est évidemment la dette américaine. Et ça, c'est un sujet absolument essentiel. Derrière, il y a évidemment tout ce qu'il a voulu annoncer, y compris pour réindustrialiser les États-Unis. Mais le dollar, dont il estime qu'il est trop élevé, la nécessité d'aller demander aux marchés financiers et donc aux autres pays de racheter, il va émettre 7 trillions, c'est-à-dire un montant considérable dans les mois qui viennent, pour refinancer la dette américaine. Ben voilà, finalement, tout le monde a aussi ses faiblesses, y compris les États-Unis d'Amérique, dans ce gigantesque bras de fer qu'elle a engagé avec le monde entier. Il n'en reste plus qu'un maintenant. Et c'est peut-être le point que je veux peut-être souligner à ce stade, la Chine. Avec la Chine, et avec le risque de voir déferler en Europe des excédents chinois. Pardon, Thierry Breton, mais je pense à ceux qui nous écoutent, patrons de petites entreprises, cadres, salariés qui s'inquiètent en disant mais qu'est-ce qui va advenir de nous? Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises françaises dans ce contexte de guerre commerciale avec la Chine qui aura des conséquences sur la France et avec, vous l'expliquez, des droits de douane à 10%, à peu près 3 fois plus que ce qui était prévu, peut-être même 4 fois plus que ce qui existait jusqu'ici, et qui vont avoir des conséquences. Elles doivent faire quoi, les entreprises pour la françaises? France, j'allais dire, tant mieux, et hélas assez peu, parce que c'est uniquement 1,5% de notre PIB qui est exporté aux États-Unis. On n'exporte pas beaucoup, donc il y aura peu... Quand on voit la panique qui s'est emparée des milieux économiques français, on se dit il y aura des conséquences. Il y aura peu d'impact, très peu d'impact évidemment. À 10%, vraiment très peu d'impact en France. Vous avez vu qu'on estime à 0,2 points de PIB sur la croissance, elle n'était plus à 0,9 attendu, mais maintenant à 0,7. Je pense que l'impact pour nous en Europe sera faible, et en particulier pour nous. Y compris dans le secteur automobile, c'est 10 000 emplois. Ensuite, effectivement, d'un point de vue sectoriel, là, il y a, je parle globalement au niveau des pays, c'est pour ça qu'il faut entamer tout de suite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des négociations sectorielles dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la pharmacie, si celui-ci est potentiellement taxé à 25%. Ça, c'est très important de discuter. Et je reviens juste un point sur la Chine. Aujourd'hui, avec des droits de douane à 125%, c'est clairement un embargo qui vient de décider. Alors, il ne pouvait plus lutter contre le monde entier non plus. Donc, il décide de lutter uniquement contre la Chine. C'est ça aussi la décision d'hier. Mais lutter contre la Chine, c'est créer donc un embargo. C'est ce qu'il a fait. Donc, des produits chinois vers les États-Unis d'Amérique. Or, beaucoup d'entreprises américaines, un nombre très important, dépendent de la Chine pour leur chaîne de valeur. Donc là, ce bras de fer, notamment Tesla, vous avez raison, mais beaucoup d'autres, ce bras de fer, là non plus, il va l'engager, mais il n'est pas non plus peut-être complètement favorable aux États-Unis, compte tenu de la dépendance sous-jacente de l'ensemble des industries américaines et des entreprises américaines à la Chine. Donc on va voir ce qui va se passer. Il n'est pas impossible du reste qu'on ait besoin d'avoir aussi des personnes pour négocier. C'est là où l'Europe, me semble-t-il, devrait jouer tout son rôle, y compris pour discuter, puisque maintenant il y a ce bras de fer entre la Chine et l'Europe, cette confrontation. Médiateur entre et oui, l'Europe doit aussi savoir Washington. jouer ce rôle de médiateur. C'est sans doute une voie, mais là, il faut évidemment le leadership pour le faire. C'est très important, me semble-t-il. Il y a une fenêtre et une nécessité pour l'équilibre mondial. Thierry Breton, vous avez été commissaire européen, vous avez été ministre de l'économie, vous avez été un grand chef d'entreprise. Aujourd'hui, vous seriez un grand chef d'entreprise français aux manettes. Est-ce que vous suspendriez vos investissements aux États-Unis compte tenu de l'imprévisibilité de Donald Trump? Quand on prend des décisions d'investissement, on les prend pas en un claquement de doigts et ça prend beaucoup de temps. Donc beaucoup d'entreprises ont décidé d'investir aux États-Unis. Elles vont pas suspendre ces décisions. En revanche, ce qui est important, c'est peut-être qu'on se mette tous ensemble et secteur par secteur, ceux qui ont décidé d'investir, pour dans les discussions qui vont avoir lieu donc dans les semaines qui viennent, sectorielles, eh bien on pèse tout le poids de l'Europe pour précisément infléchir
ces droits de douane qui demeurent encore des épées de Damoclès dans les 90 jours que nous avons devant nous. Merci Thierry Breton, il est 8h52 sur